au collectif Viti d'avoir répondu à notre invitation, puisque vu la situation agricole et viticole, on trouvait intéressant que André aille rencontrer effectivement le collectif Viti pour échanger un petit peu toutes ces problématiques qui des fois à Paris paraissent un peu lointaines, et que je sais que André est attaché au sujet agricole. On était juste avant avec l'association des retraités agricoles pour justement aborder ces sujets-là. Donc peut-être qu'on peut commencer par l'autre qui nous reçoit, qui lui présente rapidement sa propriété, et ensuite on passera la parole au collectif, ça vous va? Allez. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Sébastien Guise, vous êtes sur la propriété de Terre Blanque, c'est le château de Terre Blanque ici. Il y a 30 hectares de vignes et notre exploitation initialement elle est à Saint-Sulpice de Pommiers où nous avons également à peu près 30 hectares de vignes. Voilà, donc on a deux structures, deux îlots on va dire de 30 hectares. On habite avec mon épouse Catherine donc à Saint-Sulpice de Pommiers et ici c'est un chai qui est destiné au stockage du vin et à la commercialisation. Voilà, donc on a créé cette petite base d'accueil pour les particuliers et de l'autre côté, dans la nouvelle partie, on y fait tout ce qui est embouteillage et conditionnement des vins. Et nous avons nos bureaux de l'autre côté, voilà, pour la partie administration. 57 hectares de vignes, 7 hectares en blanc et qui sont en culture biologique, le reste c'est du rouge. Une dizaine d'hectares de céréales, de l'accueil aux particuliers, un petit peu qu'on essaye de développer. Et on était à la base essentiellement tourné vers le gros, semi-gros et surtout à l'international. Voilà. Mais on essaie de se rapprocher un peu plus maintenant de la clientèle particulière. Voilà. Et actuellement, comme beaucoup de structures viticoles, dans le dur, puisqu'il y a une déconsommation du vin et que après, sur la partie internationale, il y a une certaine morosité, on va dire, économique. Donc, du coup, les ventes s'en ressentent. Voilà. Je vais passer la parole au collectif. À Didier. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, excusez-moi. Alors Didier Cousineille, alors déjà jeune retraité depuis 2022, ancien viticulteur, maire de la commune de Leclerc-sur-Garonne et président du collectif des viticulteurs 33. Ça me fait plaisir de revoir André qui est venu au début du collectif, il y a pratiquement 15 ans, un peu plus, avec Michel Hiller sur la commune de Saint-Pierre-de-Aurillac. On avait déjà débattu des problèmes viticoles qui étaient déjà présents et pratiquement, on s'était vu il y a 15 ans, mais 20 ans de crise et on est toujours dans le dur. Donc j'avais la différence, il y a 20 ans, le vin était pas plus cher que maintenant, aux alentours de 600-700 euros le tonneau. Bon, pour les novices, un tonneau de vin à Bordeaux c'est 900 litres. Et pour produire ces 900 litres, il faut à peu près entre 1000 et 1200 euros de coûts de production suivant les exploitations. Donc vous voyez que depuis 20 ans, on perd 600 euros par tonneau tous les ans. Et je ne sais pas quelle entreprise en France aurait pu tenir le coup comme ça. Alors ce que je vous dis, il y a 20 ans, le vin était peu cher, mais on allait voir les négociants, on le vendait peu cher, mais on le vendait. On faisait 600 euros. Aujourd'hui, plus personne n'en veut. Sébastien vient de le dire, des consommations, les contraintes de production, les coûts bas de notre, allez, je vais dire, notre gouvernance, aucune amélioration. Les marchés internationaux s'effondrent, la concurrence française et internationale font qu'aujourd'hui, toutes les exploitations sont dans une crise sans précédent. Donc le gouvernement ne nous aide pas du tout, on demande pas grand-chose, on demande ce que demande aujourd'hui, vous le voyez très bien par les médias, on demande simplement de vivre de notre métier. Renaud va, après je vais laisser la parole à Renaud parce que je ne veux pas monopoliser, il va vous parler de tout ce qu'on demande. Le gros problème qu'il y a en France, c'est qu'à Bordeaux, et en France, il y a trop de vin, il faut un arrachage massif. Le collectif des viticulteurs a demandé, il y a 2 ans, un arrachage massif
15 000 à 20 000 hectares. Aujourd'hui, c'est pratiquement 30 000 hectares qu'il faudrait arracher simplement à Bordeaux. On demandait donc un arrachage massif financé à 10 000 euros l'hectare. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un viticulteur sur 3, voire pratiquement 50% des viticulteurs qui sont très très proches de la retraite. C'est une profession vieillissante et il faudrait quand même qu'on pense à eux pour pouvoir partir dignement et que ceux qui restent puissent vivre dignement. Monsieur Lebeau qui est là est au courant de tous nos problèmes, il nous suit lui aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Renaud qui va vous expliquer plus en détail ce qu'on demande. Je sais que Gérard, André, tu nous aideras. Bon, on a 2 autres députés de notre région qui sont, que tu connais, Madame Met et Pascal Lavergne, qui, je pense, défendent notre profession. Et vous ne serez pas trop d'être un ou deux de plus à pousser le ministre à venir nous voir. Parce que notre demande qu'on a fait dernière manifestation d'avant-hier, c'est que le ministre de l'Agriculture vienne nous voir à nous, les viticulteurs. Pas notre gouvernance, parce qu'il se fait caresser le poil dans le sens du dos, ou le dos dans le sens du poil. Voilà, mais des fois on caresse à rebrousse poil. Et il serait quand même important que vous fassiez remonter, que tu fasses remonter cette demande, André. Il est très attendu dans le coin. Alors il est attendu par nous, viticulteurs, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils viennent nous voir à nous, les agriculteurs, parce qu'on a une manifestation de lundi, c'est un rassemblement paysan. On a un territoire où il y a de la viticulture, en majorité, mais aussi des céréales, de l'agriculture, de la sylviculture, il y a tout un panel de professions qui sont dans une merde pas possible et on voudrait qu'ils entendent les problématiques de tout le monde. Voilà. Donc, c'est le deuxième député, Pascal Lavergne. Il y a Pascal Lavergne et Madame Met. Sophie Met. Députée de Babazat. Sophie et comment Met, MEE de PE. Je connais très bien Pascal Lavergne. Allô. Moi je suis Renaud Jean. Oui. Je suis pas Lot-et-Garonne. C'était un cousin éloigné à ma grand-mère et il n'a pas eu d'enfant, donc mon homonymie est complètement fortuite. Et voilà. Vraisemblablement, par rapport à ce qu'il a fait, on est dans les mêmes combats. Et déjà il y a 15 ans. Et encore aujourd'hui, parce que le combat ne cesse pas. Aujourd'hui, Didier a vraiment abordé le problème, par exemple, des retraités, et pas des retraités, des gens qui sont dans l'incapacité de prendre leur retraite, et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, en Gironde, il y a à peu près 10% des viticulteurs, viticultrices, viticulteurs, ce qui représente 10 000 hectares, qui sont entre 65 et 85 ans. Et il leur est impossible de prendre la retraite. Parce qu'en fait, ils ont encore des terres et ils ne peuvent rien en faire. Même gratuitement, aucun fermier n'en peut. Et c'est pour ça qu'on militait pour un arrachage significatif en termes de prix, les 10 000 euros qui ne sont pas que un chiffre rond. Planter de la vigne, aujourd'hui, ça vaut 15 000 euros, un hectare de vigne. Donc on peut considérer que leur outil, ils ont travaillé avec, donc pourquoi pas un peu moins. Mais donc 10 000 euros, ça permettait qu'ils partent décemment et qu'on le reconnaisse aussi, puisque c'était leur capital, cette terre. Et c'est pas avec leur petite retraite agricole qu'ils peuvent arriver à correctement vivre. Donc, et je pense que la société leur devait ça. Et donc c'est pas le combat qu'on a réussi. Et en plus, ils n'ont pas plongé massivement dans l'ouverture qui a été faite des 6 000 euros. La diversification leur était pas pour eux, ils n'allaient pas se relancer, les pauvres gens. Mais la renaturation, à mon avis, ne leur a pas paru attractif et c'est complètement aberrant. Oui, il y avait deux dispositifs. Il y avait un dispositif payé par la profession sur 3200 hectares où on disait on vous donne 6 000 euros et vous pourrez faire autre chose. Et il y avait un dispositif État qui dit renaturation financé par du label bas carbone. Et donc c'était en gros, on plantait de la forêt, soit on immobilisait les terres en jachère pour 20 ans.
et enfin, je ne veux pas reprendre le propos de syndicats agricoles, mais on marche vraiment sur la tête, quoi. Le problème, aujourd'hui on parle d'autonomie alimentaire, et on dit aux gens, vous allez prendre un contrat sur 20 ans, 20 ans, c'est une génération maintenant, sur 20 ans pour interdire une production agricole. D'ailleurs, ces terres sortiraient du cadre agricole. Enfin, c'est complètement délirant, et c'est à l'envers même de leur vie et de la vie de tous ceux qui étaient avant eux. Donc je comprends qu'ils n'aient pas plongé, quoi. Et donc aujourd'hui, certains ont pris le pli, mais majoritairement non. Donc on est encore dans cette situation-là. Et oui, bien sûr, on est dans un monde économique, donc recaler l'offre à la demande paraît important. Il y a 15 ans, on avait un discours différent, parce qu'il y a 15 ans, le commerce mondial fonctionnait. Et en fait, nous, on le regardait passer, on n'était pas dans ce train-là. Donc il fallait reconquérir ces marchés. Mais le discours aujourd'hui est extrêmement différent, puisque ça peut se ressembler, la crise, les prix, etc. Mais comme l'a dit Didier, aujourd'hui, même pas cher, ça ne se vend pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ce qu'il y a 15 ans, on ne parlait pas d'arrachage, mais aujourd'hui, c'est salutaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait 2 ans qu'on le porte, et enfin, parce que la base l'a porté, la gouvernance l'a porté à son tour. Et ce qui était une hérésie dans toute la France il y a encore 6 mois devient une réalité. Et ça devient une réalité mondiale, puisque beaucoup de pays européens arrachent. L'Argentine arrache, l'Australie arrache, la Chine arrache. Donc il y a un réel problème de déconsommation. Le monde va mal, vous le savez bien. L'économie du monde va très mal, vous le savez bien. Et les gens ne sont pas à l'euphorie. Hein. Donc voilà. Et la consommation a changé. Aujourd'hui, on ne boit plus de vin comme avant. Donc certainement qu'il faut réduire. On peut nous avoir dit que souvent on était sclérosé et qu'on n'allait pas vite, mais on a l'exemple ici, là, on est chez Sébastien qui est discret et qui ne fait pas de mine comme ça, mais qui est un gars qui a voyagé dans le monde entier, qui s'est bougé vraiment beaucoup, plus que la moyenne, qui est extrêmement innovant sur ses présentations, sur ses produits. Enfin, vous passerez, vous discuterez, vous regardez, il y a des bouteilles qui ne sont pas des codes, des vieux Bordeaux, voilà. Et c'est bien, et ça fonctionne, mais pas assez. Et Didier se dit, ça fait 15 ans qu'on vend à moitié prix, et comment on peut tenir? Il y a 2 raisons comment on peut tenir. D'abord, la profession agricole est la seule profession où on peut vendre à perte et on peut faire des déficits toute sa vie, ce qui n'est pas le cas dans le commerce. Ça arrange certainement des gens, mais pas ceux qui en vivent. Et ensuite, quand une propriété comme ici vendait à un petit réseau particulier, elle se servait de son vrac pour faire la trésorerie. Et elle se servait de son vrac pour faire la trésorerie, ok. Ensuite, le vrac s'est mis à baisser et à coûter de l'argent, mais ça faisait de la trésorerie qui coûtait un peu cher, mais plutôt que d'aller à la banque. Et le trou était couvert par les ventes particuliers qui se faisaient. Et puis en fait, les particuliers, la déconsommation touche tout le monde. Et donc cette enveloppe, elle s'est mise à baisser, elle ne pouvait plus couvrir la perte que ce qui se faisait par les vracs. Et ce qui se fait ici est vrai partout. Et vrai partout. Moi, je suis dans le même cas que Sébastien. Hein. J'ai à la fois une propriété plus petite. J'ai réussi à réduire drastiquement, beaucoup plus petite. Donc ça me pèse moins et j'ai développé le commerce, etc. à côté. Donc du coup, je fais 2 métiers. Et donc voilà, on revient à des schémas bizarres où on est obligé de faire 2 métiers. Ou avoir le couple qui ne peut pas travailler dans la même entreprise. Voilà, donc voilà, on est face à quelque chose qui est assez compliqué. Nous, ça fait 15 ans qu'on se bat pour un prix minimum. Alors aujourd'hui, le monde est plus grossier. Il y a encore 6 mois ou un an, allez. Il y a encore 1 an, on me disait que j'étais un affreux gauchiste à vouloir à tout prix un prix minimum. Et en fait, on a trouvé une disposition législative qui permet de le faire. Et donc on a réussi à bouger notre gouvernance pour l'arrachage, et là on est en train d'y arriver, parce que je crois qu'elle a plus d'idées. On est en train d'arriver, et on va peut-être arriver à créer un prix plancher. Si on le fait, ce sera une première nationale, et qui pourra s'établir dans l'ensemble des territoires viticoles français. On parle souvent de la loi Egalim, mais la loi Egalim, elle n'est pas faite pour nous, elle ne peut pas s'appliquer à nous, puisqu'en fait, elle est faite entre un vendeur qui irait à un distributeur. Et en fait, nous, nos filières viticoles, on ne vend pas aux distributeurs. On vend à des metteurs en marché qui, eux, vendent à des distributeurs. Donc, la loi Egalim, elle pourrait s'appliquer, pour faire simple, entre un négoce et un distributeur. Mais elle ne nous concerne pas. Mais pour qu'elle s'applique entre un négoce et un distributeur, il faut qu'il y ait des préalables. Elle est assez complexe, pour ne pas dire abscon.
Et ces préalables, on ne les a pas. On n'a pas établi de coût de production, on n'a pas établi de tendance. Enfin, on a une filière qui n'a pas fait les préalables et qui n'a pas envie de les faire, puisqu'elle a voté cet été, comme toutes les filières viticoles, que la loi Egalim, on s'en occupait. Et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, si on regarde un peu vite, elle ne s'applique pas à nous. Si on arrive à créer ce qu'on veut faire par rapport à la fixation d'un prix minimum, en même temps, on créera les préalables qui permettront demain aux négoces de pouvoir faire appliquer cette loi Egalim. Alors c'est super bien, mais c'est presque dommage que c'est les petits gens de la base. Mais bon, après tout, les révolutions, ça se fait pas toujours par la base, mais c'est parce qu'il y a du monde derrière que ça pousse, quoi. Voilà, donc, je veux garder espoir, sauf que ce temps politique, c'est jamais le temps d'action. Et entre-temps, il y aura d'énormes problèmes. Didier l'a dit, aujourd'hui les redressements sont à tour de bras. Aujourd'hui, on est dans un enjeu très fort. On est en train de vouloir nous basculer aux tribunaux de commerce. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que culturellement, c'est pas possible. C'est pas possible culturellement. Les tribunaux judiciaires qui s'occupent de nous dans les redressements, ils savent de quoi ils parlent et ils tiennent la route. Et oui, puis ils font sur 15 ans et pas sur 7. Et on n'est pas des commerçants, pour plein de raisons. On n'est pas des commerçants parce que d'abord, les capitaux n'ont rien à voir. On est sur des... Vous savez, les paysans, avant on disait les paysans, ils vivent pauvres et ils meurent riches. Aujourd'hui, les paysans, ils vivent pauvres et ils meurent ruinés. Mais on n'a rien à voir avec les commerçants. Les commerçants changent de métier. Ils changent régulièrement. Nous, on ne peut pas. Et puis, il y a un affect et il y a une confusion totale, souvent, entre le patrimoine et l'activité professionnelle. Donc, ça ne peut pas être possible. Enfin, ça ne peut pas être possible. Donc là, il y a vraiment des choses qui ne doivent pas pouvoir passer. Et ensuite, on travaille en proximité avec Stéphane sur une réflexion qui est assez moderne, qui est tout à l'heure j'ai parlé très vite du label bas carbone sur la forêt. Les forestiers ont su récupérer ce truc-là, et je pense qu'il y a vraiment un sujet de réflexion. Aujourd'hui, tout investissement doit être compensé en carbone. Quand une collectivité construit un collège, dans le cas du département, un lycée pour la région, une route, n'importe quoi, on doit compenser le carbone qu'on dépense. Mais il se trouve que nous, toute l'agriculture n'est pas vertueuse en termes de carbone. La forêt, elle est, parce qu'elle est assez peu mécanisée, et c'est de longue durée. La prairie, elle est, pas les céréales par exemple, puisque les céréales, il y a des périodes vides, et donc il n'y a pas de captation de carbone. Mais peut-être que sur ces jachères qu'on parlait tout à l'heure, il y a certainement un sujet, puisqu'on immobilise cette captation de carbone. Une prairie, c'est 8 à 10 tonnes par hectare. Le carbone, il est codifié, il est coté en bourse, c'est 100 € la tonne. Mais il est aussi coté pour les agriculteurs, 32, bizarrement, on n'est pas à la même hauteur. Mais bon, en supposant 32 à 40, en supposant les 40 € la tonne sur 8 tonnes hectares, donc ça fait 4 fois 8, 32, mais ces 320 € permettraient d'entretenir cette jachère, que de toute façon on va payer de la fiscalité dessus, on va avoir de la fiscalité foncière dessus. Donc ça permettrait d'entretenir, et c'est pour le bien commun. Alors oui, on sert à faire à manger. Bon, nous, la viticulture, c'était pas extrêmement faire à manger. Mais oui, on sert à nourrir les gens. Oui, on sert à aménager le territoire. Ça va faire des sommes. Mais aussi, ce carbone, c'est du bien commun, puisque c'est ce qui empêche l'évolution de la température moyenne. Donc, on a cette richesse. C'est comme si on était assis sur un nouveau minerai, mais on ne le mesure pas encore. Donc, il nous appartient, à mon avis, ou il vous appartient politiquement de le codifier. Et je crois que si ça peut nous aider à faire tenir les exploitations, ces petites choses, ce sera bienvenu, quoi. Bon, d'abord je vais me présenter. Effectivement, je travaille sur les questions agricoles. Je suis membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, donc je suis avec mon collègue Sébastien Jumel de Seine-Maritime, l'agriculture, et plus particulièrement, je suis de très près, comme membre de la Commission des affaires européennes, la politique agricole commune. Je suis en fait référent, avec une collègue de la majorité qui s'appelle Nicole Lepay, je suis référent de la politique agricole commune au sein de l'Assemblée nationale, disons. Donc c'est un sujet que je domine pas mal, quoi. Je suis même en train de faire un rapport avec ma collègue sur les plans stratégiques nationaux. Alors, ce qui est important, je crois, moi j'ai bien écouté, c'est vrai, l'évolution déjà de l'approche que vous pouvez avoir de l'arrachage. C'est vrai qu'il y a quelques années,
il n'y avait pas la même approche par rapport à l'arrachage. Mais aujourd'hui, c'est que vous considérez, c'est vous seul qui pouvez le dire, comme étant une exigence, une nécessité, au regard des questions d'exportation, au regard de la baisse de consommation. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut faire monter. Alors la question, bien sûr, c'est de savoir, vous pourrez me répondre par rapport à ça, quels sont les financements aujourd'hui qui sont actionnés. Par exemple, je travaille tout de suite sur les plans stratégiques nationaux de la politique agricole commune. Est-ce que dans le PSN, dans le plan stratégique national de la France, il y a une demande d'inscription pour l'arrachage des vignes? Parce qu'il y a différentes... Il faut savoir qu'un État de l'Union européenne, il va piocher dans les orientations de la politique agricole commune des mesures qui ensuite seront mises en œuvre. Il y a un certain nombre de mesures qui sont des mesures obligatoires et qu'on peut traiter à des niveaux différents, des questions liées aux phytosanitaires et d'autres, d'accompagnement, mais il y a aussi certaines mesures qui peuvent être prises par un État et qui ne seront pas prises par un autre État de l'Union européenne. Donc déjà, il y a besoin d'éclaircissement par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que les plans stratégiques nationaux, si ce n'est pas le cas, si la France n'a pas inscrit, je ne sais pas si elle pouvait le faire, hein, mais si la France n'a pas inscrit une participation de la PAC sur l'arrachage, il y a possibilité de modifier les plans stratégiques nationaux chaque année. Il y a une démarche qui peut être faite auprès de l'Union européenne pour faire inscrire quelque chose qui n'a pas été inscrit donc, dans le plan stratégique national. Donc, vous pouvez peut-être me renseigner par rapport à ça. Ensuite, il y a les deuxièmes financements qui peut être un financement national, ça c'est sans doute là-dessus que vous êtes. Mais je vois que il y avait la profession d'un côté sur une certaine surface et ensuite l'État avec la renaturation. Enfin, bon, ça c'est un truc aussi, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, ce qui est important, c'est déjà de me donner des informations sur le financement de l'arrachage, sur les engagements qui ont été pris par l'État et sur ce que vous sollicitez, vous l'avez dit, mais ce que ça peut représenter pour que moi je peux faire remonter ça. Hein, je peux faire remonter ça donc dans les interventions que je fais en interpellant le ministre et tout ça. Ça c'est une première chose. Ensuite, il y a des questions plus, j'allais dire presque plus techniques en termes d'accompagnement. Bon, la question de la jachère, effectivement, cette histoire de renaturation et avec la forêt ou jachère, je pense que c'est lié au fait que ça constitue des parcelles qui peuvent servir ensuite de compensation sur d'autres territoires. Il y a par exemple, alors je ne dis pas que c'est la solution, hein, mais il y a par exemple des grandes entreprises, des multinationales, hein, qui recherchent des terres, qui vont être considérées, qui peuvent faire, à partir de certains critères, compensation pour le fait, j'allais dire, aller polluer ailleurs, quoi, par des crédits carbone. C'est un équilibre qui est comme ça. Mais ça peut aussi permettre d'ouvrir les terres agricoles ailleurs, dans la mesure où ces terres, elles vont être, disons, gelées pendant 20 ans et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique, hein, qui a monté, en fait, il y a une montée en charge par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est la solution, encore une fois, hein, mais c'est effectivement quelque chose qui peut exister. Ça exige d'avoir des relations avec, je prends l'exemple de Veolia, je suis en contact avec eux par exemple. Il y a des grandes, comme ça, il y a des multinationales qui sont à la recherche, ou des entreprises de ça. Alors c'est un peu une emplate sur la jambe de bois, mais bon. Deuxièmement, la question des crédits carbone en tant que tel. Alors ça, pour être franc, j'y crois pas beaucoup, mais ça existe. C'est en train de se développer dans l'agriculture. Le problème, c'est que c'est un mécanisme financier et que le coût du carbone, il évolue. Il a beaucoup évolué à la baisse, d'ailleurs. Hein. Alors après, bon, ça peut-être, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut chercher. Je sais que les grandes entreprises agricoles sont déjà là-dessus. Ils sont déjà en avance là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'il faut sans doute étudier. Alors, il y a une chose qui a été avancée, c'est cette histoire du prix minimum, du prix plancher. Pour le moment, j'ai déposé plusieurs propositions de loi sur la question du prix minimum, du prix plancher.
Dans l'état actuel, c'est complètement rejeté par l'Union européenne comme étant portant atteinte à la concurrence libre, non faussée. Mais souvent, on dresse des a priori et on ne sait pas jusqu'où on peut aller au niveau du droit européen. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte plusieurs fois, y compris je vais par exemple donner un exemple, l'étiquetage de la viande transformée au début, ou au niveau des abeilles. On a demandé à ce qu'il y ait, moi j'ai déposé une proposition de loi, on avait demandé un étiquetage sur l'origine du produit. On nous dit c'est pas possible, l'Union européenne ne permet pas, etc., qu'on puisse avoir un étiquetage sur l'origine du produit. On l'a obtenu par expérimentation. Donc je pense qu'il peut peut-être, ça c'est à travailler, après tu m'en diras plus, mais il peut peut-être effectivement avoir une forme d'expérimentation sur un prix plancher. Encore faut-il que ce ne soit pas bloqué par les autres États européens, parce qu'ils peuvent considérer que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la réglementation européenne. Moi, je connais très bien une universitaire qui est de ma circonscription, il faudra que je discute avec elle, qui fait partie de l'autorité de la concurrence et qui connaît très très bien le droit européen. Je l'interrogerai par rapport à ça, parce que c'est vrai que le prix plancher, le prix minimum, alors après ça faudra l'appeler sans doute différemment, c'est peut-être prix de référence, peut-être, bon passons. Mais on rejoint la loi Egalim. En fait, moi je pense, enfin, je découvre là que la viticulture ne sait pas, la filière ne s'est pas approprier la loi Egalim. Ça n'aurait pas tout réglé. Mais normalement, la législation française fait avec la loi Egalim qu'on doit construire le prix pour que ça soit pas que ça c'est pas une vente à perte. J'y viens en théorie, on s'entend bien. À partir de toutes les dépenses que l'on a, d'intrants, de matières premières, de carburant et tout ça, et à partir de la rémunération, en incluant dedans la rémunération du producteur. En théorie, la loi Egalim, c'est ça. Et donc, les filières sont censées évaluer le coût. Dans votre cas, ça serait censé évaluer le coût de la tonne, enfin de produit et tout ça. En théorie, ça serait ça. Et ça devrait servir donc de base. Alors, ça, je découvre. Hein, parce que vraiment, je ne m'étais pas posé la question, parce que je connais mieux l'élevage et tout ça, pouvoir les céréales dans la circonscription que ça. Mais est-ce que... je prends l'exemple d'éleveurs laitiers. Je discutais sur les barrages la semaine dernière avec des éleveurs laitiers de vers chez moi, parce que je suis dans une zone rurale, qui me disaient qu'ils avaient évalué le prix de leur production. Ensuite, ils vont voir la laiterie, là c'est une laiterie ou une coopérative, là c'est une laiterie privée que je connais bien, je l'appelais d'ailleurs le patron le lendemain, et ils disent voilà, il nous faut tant dans le respect de la loi Egalim, parce que c'est ça qui nous permet de vivre, de couvrir nos dépenses et d'être rémunérés. Ça ne veut pas dire que le gars il en tient compte, hein. Attention, mais il y a ça au moins qui existe. Il y a même le prix qui, en théorie, peut tenir compte de la zone de production. Il y a, par exemple, pour le lait, il y a deux prix. Il y a le prix du lait de montagne, et le prix du lait. Il y a aussi le prix du lait AOC, et le prix du lait blanc. Ils appellent ça du lait normal, qui n'a pas d'AOC. Donc, il y a cette histoire qu'il faut, moi, je vais m'intéresser à ça. Mais, par contre, j'ai besoin d'explications sur cette histoire de prix minimum, de prix plancher. Ça serait un beau combat de conduire ça. Alors après, bien évidemment, le problème, c'est le problème de la filière. C'est-à-dire il faut que, réglementairement, l'acheteur respecte ce prix plancher, qui, normalement, aurait dû être établi dans le cadre de la... On n'appelle pas ça comme ça, hein, dans le cadre de la loi Egalim. Et c'est ça la difficulté. La loi Egalim ne s'applique pas aux producteurs. Oui, mais la loi Egalim s'applique... Le producteur a le droit de vendre en perte. Non. Oui, pour le moment, mais attention... Par contre, dès que le producteur va à un négociant, le négociant, lui, n'a pas le droit de vendre en perte. Oui, mais ça... Moi, je découvre au niveau de la viticulture... C'est pas ça, hein? Non, oui. Il n'y a pas de prix plancher défini. Oui, il n'y a pas de prix plancher défini, mais d'un autre côté, l'acheteur... Je prends l'exemple de ma laiterie, moi. Hein, je prends l'exemple de ma laiterie qui fait de la fourme d'Ambert, qui fait du sénectaire, qui fait de la tome, etc. Hein.
La laiterie, normalement, elle négocie avec les producteurs. Il y a un représentant des producteurs oui, c'est une OP. Voilà, c'est l'organisation professionnelle qui négocie avec le patron, enfin, avec le PDG de l'entreprise. Ensuite, le PDG de l'entreprise agroalimentaire, elle négocie avec la grande distribution. Et c'est là le problème. Parce que nous, c'est des négociations. Ouais. Alors, donc il y a une différence. Il faut m'expliquer tout ça, pour que je comprenne bien, en fait, comment les choses peuvent se goupiller. Attends, est-ce que j'avais une autre question que j'avais à poser? Non. Non, j'ai fait à peu près le tour. Quant à Fesneau, je peux remonter, mais je verrai ça avec Pascal Laverne, que je connais très bien. J'ai de très bonne relation avec lui, parce qu'on travaille pas mal ensemble. Et c'est sa circonscription ici? Oui. Ah, j'aurais dû l'avertir. Cristallisé. Ah bon, parce que je vais envoyer un texto, j'envoie un mail pour lui dire que je suis venu, parce que après, comme j'ai vraiment une bonne relation avec lui, ça m'embête d'être venu sans lui avoir signalé que je venais. Juste avant de vous redonner la parole, sur le plan d'arrachage, André, le plan d'arrachage qui a été acté là, c'est l'Europe ne permettant pas non plus l'arrachage primé comme ça peut être le cas. Je pense qu'il faut le rappeler ça, parce que Là, on n'est que sur le budget d'État. on est passé sur un Uniquement budget de l'État. on est passé sur un plan d'arrachage sanitaire. Attends, vous êtes uniquement sur un budget de l'État, mais est-ce que c'est parce que c'est un choix de la France de ne pas inscrire l'arrachage dans son plan stratégique national, ou est-ce que la France aurait pu obtenir d'inscrire... En tout cas, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est le plan d'arrachage primé, mais y compris par d'autres pays auprès. C'est ça. Alors, en fait, aujourd'hui, il se trouve que entre le moment où ça s'est décidé et le moment où ça se met en place, il y a toujours ça bouge. La politique viticole française, elle est toujours faite par le sud-est de la France. C'est en fait quoi qu'il se passe. Alors, est-ce que c'est lié aux événements de 1907 qui restent? J'en sais rien, mais elle est toujours faite par là. Et les leaders, la gouvernance du sud-est, étaient contre l'arrachage, partant du principe qu'ils avaient déjà suffisamment arraché. Oui, je connais le problème, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'Esprit. Oui, c'est ça. Et ils avaient suffisamment arraché. Et il a tenu ce cap tout le temps, contre sa base. En fait, c'est contre sa base. Sauf que nos représentations politiques ne parlent qu'aux dirigeants de filière, donc puisqu'ils sont les représentants en théorie. Et en fait, il s'est fait complètement déborder par sa base. Je crois qu'aujourd'hui, il est sous surveillance policière permanente d'Esprit. Parce que dans le sud, ils sont plus chauds quand même. Et en fait, aujourd'hui, il revient à l'envers. Il revient en disant non, mais il faut. Et parce qu'il le dit, il faut. Aujourd'hui, on nous a annoncé un plan de 150 000 hectares potentiellement arrachables en France. C'est les 80 millions? Non, c'est à part. Ou 100 000 hectares. 100 000 hectares, mais vu la somme allouée, ça va faire 1 500 € à l'hectare, ce qui paye à peine le bulldozer. Et donc voilà. Donc nous, on n'a pas attendu ça. On a réussi à faire bouger des fonds sur les notions sanitaires, en disant si les lignes ne sont pas arrachées, elles sont en friche. Si elles sont en friche, elles vont foutre des maladies. Et pas que le milieu, mais des maladies beaucoup plus profondes. Et donc voilà. Et donc les maladies du bois et la flavescence dorée. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Mais sur quel crédit alors? Sur des crédits d'État? Sur les crédits d'État. Oui, tout à fait. Ça a mis du temps parce qu'il a fallu quand même. C'est pas sur l'assurance récolte? Non. C'est les crédits d'État. Et là aujourd'hui, je pense qu'ils veulent. Alors, on nous a parlé de 2 ans, donc c'est pour ça que je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est le PSN ou pas, mais ils veulent effectivement demander à ce que l'arrachage soit réinscrit au niveau européen parce que plusieurs pays le redemandent. Là aujourd'hui, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, toute l'Europe viticole est prête à arracher. Mais donc la PAC n'avait peut-être pas prévu. Elle n'avait pas prévu. Non, pas du tout. Dans le CN d'aujourd'hui, elle avait sorti. Donc aujourd'hui, ils prévoient de le remettre parce qu'ils avaient prévu comme régulation, le seul outil était la distillation. Le seul outil de régulation était la distillation. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, la distillation, c'est beaucoup d'argent, mais comme c'est pas lié à un problème de conjoncture, la distillation ne répond qu'à un problème conjoncturel, parce que l'année suivante, on reproduit. Bien sûr. Et c'est vraiment un problème structurel, et donc ça suffit plus, quoi. Là, on en est à 2 distillations en 3 ans pour 450 millions d'euros qui ont servi à rien. Donc aujourd'hui, il faut vraiment réduire le potentiel. Il y a d'autres pistes, peut-être, on en parlait avec Stéphane il n'y a pas très longtemps, on va lui donner la parole, le président de la cave locale. Mais il y a des pistes, il faut réduire drastiquement et urgemment l'offre, comme on le disait il y a 2 jours, et il faut qu'on y arrive avec le moins de casse possible, quoi. Ensuite, la question que vous avez posée,
sur la libre concurrence non faussée. Oui. C'est article 101 de l'OCM. Et en fait, il y a 2 exceptions possibles. Il y en a une qui existe depuis 13 ans, et sauf que nous, on s'en est rendu compte qu'il y a 6 mois. Celle qui dit on peut se passer, on peut être exempté de cette notion de libre concurrence à partir du moment où on crée une OP. Et c'est ce que vous avez défini en 4 minutes. Et à partir du moment où on crée une OP, on établit des coûts de production, on dit voilà, et à partir de ce moment-là, on peut effectivement dire ça vaut tant. Puisque, je fais simple, Oui, il y a 7 critères, il faut en Il y a une choisir 2. jurisprudence, il y a la jurisprudence en div, on appelle ça. Effectivement, il y a eu une décision là-dessus. Donc, Mais alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est intéressant. Ouais. Sérieusement, aujourd'hui, la filière travaille dessus de façon très sérieuse. Et pourquoi aussi on ne peut pas aller aujourd'hui alors, si on y arrive, ça permettra. Mais ce qui a aussi freiné à la mise en place de quoi que ce soit pour la loi Egalim, c'est que la loi Egalim, elle passe bien par la présentation des coûts de production. Oui. Et honnêtement, faire 1 litre de lait en Lot-et-Garonne, en Gironde, en Charente, à peu de choses près, ça peut revenir à la même chose. Par contre, à Bordeaux, on est sur 58 appellations, et faire 1 litre de vin, ça peut ressembler à peu près la même chose, sauf que ça va être très compliqué de mettre sur la table les coûts de production quand vous vendez des bouteilles à 50-60 balles, qui en fait, en coût pur de production, vous vendez de l'art, vous vendez plus de la production dans ce cas-là. Les grands clubs et donc, on est sur des choses immatérielles. Et donc, c'est très compliqué d'aller présenter ça sur la table. Donc, je comprends que tant qu'on n'a pas réglé d'autres trucs, donc peut-être que sur le générique, ça serait pas mal. Ah oui, parce que Juste il y les a Bordeaux. bouteilles immatérielles. Exactement. Et donc ça, il y a ce que moi j'appelle de l'art, mais ce qui fait que ça a une valeur, c'est vrai qu'elle existe, mais ce n'est pas la valeur liée au vin intrinsèquement. Alors, à moins qu'on y intègre la valeur du foncier, mais puisqu'il peut être lié. Donc voilà. Et il y a, je vous ai dit, ça fait 13 ans que sur les OP, et à partir du 5 décembre dernier, il s'est mis en place une disposition européenne qui dit qu'on peut s'entendre sur le prix à 2 conditions. La préservation du revenu des agriculteurs, mais ce coup, Normalement, c'est dans les objectifs de l'Union européenne. Voilà, c'est parti l'océan. Et deuxièmement, dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Et donc ça, c'est un sujet qui peut être aussi extrêmement intéressant. Je l'ai remis au président des Bio, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais l'idée, c'est qu'il pourra avoir une fusée, ou il pourra avoir sa propre fusée avec ses propres étages, puisque nous, si on travaille sur la filière générique, on va travailler sur Bordeaux.bar, et lui pourrait travailler sur le bio ou autre label, et ça permettrait de créer aussi un vrai palier, parce que c'est normal qu'il y ait des coûts de production différents. Donc il y a des sujets, mais pour nous, ils sont neufs, quoi. Ils sont tout nouveaux, alors qu'ils ne sont pas forcément, mais et c'est encore une fois, c'est la base qui s'en occupe, et nos représentations sont très indirectes, et donc c'est pour ça que ça ne bouge pas vite, quoi. Intéressant. Il Il faut approfondir tout ça. Vous dites que vous allez arracher. Alors vous allez faire quoi? Des lotissements après? J'aurais pas de souci d'argent si je faisais des lotissements. Il ne faut pas en rire parce que vous êtes passé, M. Chasseille, à Bellebatte, la commune de Bellebatte. Vous n'avez pas fait attention aux panneaux. Mais il y a des terres, des hectares qui sont partis en lotissement. Et c'est ça que j'ai peur que maintenant, pour toujours pareil. Non, parce qu'il y a la loi zéro artificialisation nette qui va bloquer tout ça. Mais la loi, en attendant, Non, sinon, c'est pas possible, au contraire. Monsieur Chasseille, j'ai un livre qui s'appelle Pilleurs de vie. Les lois ne sont pas respectées, monsieur. Monsieur Chasseille, Et là-dessus, ça risque d'être compliqué, je pense. Ah, ben alors laisse faire. Et on fera venir des haricots verts du Maroc. Voilà. Et monsieur. Avant de passer la parole Eh ben voilà. à monsieur, sur la compensation carbone, au-delà des grands groupes, André, la réflexion que nous on a en département et on a rencontré la région à ce sujet-là, c'est qu'effectivement il y a des terres qui vont être libérées, que le plan il est plus que bancal, parce que effectivement je partage ce qu'a dit Renaud, alors qu'on nous parle souvent de terres alimentaires, geler des terres pendant 20-25 ans c'est quand même hors de propos, et que si effectivement on va vers des jachères et des terres gelées, ce serait bien que ces terres ne bénéficient pas justement aux grands groupes, mais que nous autres collectivités, qui avons besoin effectivement de compenser aussi pour les équipements publics, lycées, collèges et tout, on ne voit pas passer le train. Voilà. Et les collectivités sont un peu en retard sur cette compensation carbone. Voilà. Parce que je l'ai envoyé un texto. Dis ça? Fais-le. Ah, il faut que je réponde. Pardon. J'ai loupé là. Bonjour à tous, Stéphane Mirandé, je suis le président du groupe Bordeaux Family, là, à quelques kilomètres, à Sauveterre. Donc on est des producteurs de vin rouge, des producteurs de... Attends.
Oui, tu as- oui, voilà, je suis avec des viticulteurs de Gironde, là. Bon, qui auraient souhaité bien sûr que tu leur rendes visite et qui sont en train de... Bon, la question que je vais te poser sur l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui, ça porte sur quoi? Deux annonces. Une première annonce sur un fonds d'urgence qui pourra, y compris leurs pertes, enfin, fonds d'urgence sur les aléas, avec une partie prise en charge des intérêts, des années blanches pour ceux qui sont en difficulté, des intérêts d'emprunt, et deux, couverture des pertes mildiou par exemple. Ok, Ouais. tu m'entends? Oui, je t'entends. Et d'accord. Et sur l'arrachage? Et deuxièmement, sur l'arrachage, arrachage différé, je vais voir le commissaire. Ouais. Non, non. Oui, c'est qu'il a quelqu'un. Il a à Bruxelles, je crois. Oui, oui, l'arrachage. Oui, ça passe très mal. Moi, ça passe, c'est chez toi. Ouais. L'arrachage, c'est un arrachage différé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu arraches, tu peux reporter dans une durée de 3, on est en train de regarder si la commission va te rendre un passif, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais l'arrachage définitif. Et il y aura une option définitive, mais pas immédiatement. Enfin, Mais- pas immédiatement. Il pourra s'activer à un moment. Voilà. Oui, mais alors ma Il y a les question... deux options, ouais. les deux options, voilà. Ma question, dans le cadre de la PAC actuelle, est-ce que l'arrachage est financé? Si je te dis 150 millions pour l'arrachage, c'est bien pour le financer, c'est pas pour juste. Oui, mais je veux dire, ça sera... Non, ça- on se démerde. Le sujet n'est pas de savoir si c'est financé, nous on se démerde de faire en sorte que ça soit financé. Mais est-ce que c'est dans les plans stratégiques nationaux ou c'est... ça... OCM, oui, c'est dans les plans stratégiques, c'est OCM, c'est-à-dire que ça serait, bref, ça serait pris on est en train de négocier que ça soit pris dans le cadre des PSN nationaux. Il faut vraiment que je te laisse, que je vois que... Bon, très bien, merci, hein, merci d'avoir rappelé. On a ouvert la réunion. Très bien. Alors, on se rappellera, salut. Salut. Au revoir. Bon, s'il a Bruxelles, le commissaire. Bon, en gros, c'était... Ça, c'était du direct. Oui, c'était du direct. Hein. Donc, d'après ce que je crois comprendre, effectivement, d'après ce que je crois comprendre, vous avez écouté ce qu'il a dit. Oui. Vous pouvez décrypter mieux que moi, mais apparemment, il y a bien, c'est que j'en étais persuadé de ça. Il dit on se démerde. Ça veut dire, ça correspond à ce que vous disiez, je pense, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, dans les financements de la politique agricole commune, il n'y avait sans doute rien de prévu. La preuve, là il voit le commissaire, je pense qu'il va... hein. Et dans les plans stratégiques nationaux, qui est la déclinaison de la politique agricole commune, forcément il n'y avait rien. Donc moi je dois rendre un rapport au mois d'avril là-dessus sur les plans stratégiques nationaux, donc je développerai cette idée. Il faudra qu'on se rappelle d'ailleurs peut-être, hein, qu'on puisse échanger davantage. Vous montez sur Paris des fois? Ça va être compliqué. Je monte à Wayne Paris là, le 12-13 février. Là. Tu montes à Paris, Wayne Paris. On monte à Paris tous là. 12, 13 et 14 aussi. Voilà. On a notre salon, un salon de. Comme Vinexpo, mais Paris. C'est Vinexpo Paris. 12 et 13 février. Il faudra que je note ça, parce qu'éventuellement, si j'avais pu organiser une audition avec vous à l'Assemblée, pourquoi pas? Ça serait bien. Oui. Ça serait formidable. Il faut que je garde ça avec ma collègue, puisqu'on est deux. Donc, comment on va noter tout ça? Tu me donnes leurs coordonnées, tout ça. Et si on n'avait pu faire une audition, je vous fais venir à l'Assemblée nationale. Ça dure 1 heure à peu près, on fait une audition. Parce que ça nous permet d'expliquer ce que vous sollicitez, vous, et que nous, ensuite, on va sortir un rapport où on fera cette proposition, parce qu'on fait des recommandations dans le rapport, mais ça permettrait d'être beaucoup plus précis et tout ça. Si on peut faire ça, ça vachement bien. Hein. Mais je suis surpris quand même. Alors après, moi j'interrogerai Fesneau, là, je savais qu'il était à Bruxelles avec le commissaire, il doit être en train de négocier ce genre de choses, peut-être j'en saurai un peu plus, et je vous tiendrai au courant. En tout cas, c'est un direct que je n'ai pas prévu. Hein. Voilà. Excuse-moi, Oui, donc, pardon, Stéphane Mirambé, donc Bordeaux Family, CAF coopérative, une union de CAF Coop à Solitaire de Guyenne. Après, je partage tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, jamais on aurait imaginé arriver à une telle dégradation de la situation. Et simplement, je crois que le vin, enfin, vous êtes bourgeois, je connais pas mal de gens, des amateurs de vin. Bordeaux est allé mal, et aujourd'hui, quand on voit, j'ai vu l'autre jour un très gros article sur le Porto, voilà, Porto, des produits emblématiques, ils
ils arrachent, donc il y a un phénomène de déconsommation. On consommait peu ou prou après la Seconde Guerre mondiale 100 litres. On est rendu, je crois, à 40, et puis 36, puis on est sur une pente inexorable, il se consommera de moins en moins de vin. Alors nous, on a pris un parti pris, on a dit, mais voilà, aujourd'hui, c'est surtout le vin rouge qui est fortement attaqué, la même chose que dans le midi. On a pris le parti pris de la diversification. Alors on est allé depuis 15 ans, on est des producteurs de bulles, des producteurs de crémant, que certains d'entre vous connaissent. On est parti sur quelque chose de très innovant, et ça, je sais que ça choque beaucoup d'amateurs de vin, on désalcoolise les vins depuis quelques semaines maintenant. Donc on fait des vins à, on va dire, entre 0 degré, c'est perturbant, des vins à 0 degré jusqu'à 10 ou 14 degrés. On s'adapte aussi à de la législation. Il faut savoir que pour exporter des vins en Angleterre, moyen d'alcool, moyen de taxes. Donc ça permet de rentrer plus facilement, de re-rentrer sur ces marchés-là. Mais malgré tout ça, enfin, moi, je partage, oui, il y a trop de vin, oui, il y aura trop de vignes. Et donc c'est vrai qu'il faut passer par c'est un crève-cœur pour beaucoup. Moi j'ai entendu ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui des gens qui se retrouvent avec du foncier à 70 ans, 80 ans, c'est... Voilà. Et puis après on a une image à Bordeaux qui est un peu paradoxale, du moins pour peut-être pas pour vous Girondins, mais l'image qu'on a d'un Bordelais, c'est un château, c'est un châtelain. Et des bouteilles à 50 €, 100 balles. Et c'est pas du tout notre univers. Nous, c'est des vins, on va dire, c'est des vins populaires, de toute façon, comme dans le Midi d'ailleurs. Et c'est vrai que souvent, la crise à Bordeaux, elle a souvent fait rire. Mais nous, il y a un petit moment que ça nous fait plus rire aussi. Et pour revenir dans le Midi, je pense à eux, c'est vrai qu'il y a des mots qui ont été dits. Moi, je ne partage pas tout à fait. Le Midi a déjà fait une sacrée purge. Ils ont arraché 240 000 hectares de vignes dans les années 80 à 2000. Ils ne faisaient que de la bibine. On leur a dit aussi d'aller sur des vins qualitatifs. Aujourd'hui, jamais personne ne remettra en cause tous les efforts qu'ils ont faits. Et malgré cela, aujourd'hui, encore trop de vignes. Et après, moi, la vraie question aussi, c'est l'après de la vigne. Effectivement, chez nous, il n'y aura pas de lotissement, ça je le sais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là aussi, Monsieur Chassagne, vous pouvez le prendre la balle au bon. On pourrait faire autre chose, mais il nous faut de l'eau, par exemple. Des cultures spécialisées. Chez nous, il n'y a pas de réserve. On est un territoire, il tombe. Cette année, on a pris 1100 mm. Des sols saturés d'eau. On aurait pu stocker de l'eau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas forcément en faveur du stockage de l'eau. Et le stockage de l'eau, ça permettrait d'avoir des nouvelles cultures sous contrat, des cultures légumières. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses. Mais ça, on sait que c'est des politiques. Là, il faut être visionnaire. C'est du très long terme. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans un état de fait. Il faut qu'on purge. Il faut purger une situation. Et au-delà de ça, dans tous les cas, là aujourd'hui, on ne va pas être très technique, que ce soit de l'égaline, que ce soit de l'organisation de producteurs, ça ne passe. Il n'y a pas de mystère. La crise laitière, on est des anciens laitiers, je sais ce que c'est. Il faut que l'offre elle colle. Tout marché déséquilibré, il n'y a rien qui marche. Et aujourd'hui, on est à 2 doigts de peut-être pouvoir avoir des nouvelles amorces parce que l'offre va revenir au niveau de la demande. Et là, on pourra mettre en place peut-être toute une mécanique, mais là c'est vraiment propre à nos filières. D'ailleurs, c'est imbuvable. J'ai pu vous écouter, je vous dis, les gens, ils ne vont rien comprendre à ce qu'ils racontent. Mais il faut que l'offre, on ne peut pas. Aujourd'hui, on produit. Bordeaux, jusqu'à présent, la Gironde a produit jusqu'à 6 millions d'hectolitres de vin. Et on vendait les 6 millions d'hectos. Et puis, la consommation, les sorties, on est passé, la consommation est tombée à 5. Et aujourd'hui, on est à 3,7 millions. On a perdu, en 10 ans, la moitié des ventes de vin rouge. Et pourquoi? Parce que vous buvez moins. Mais non, mais pourquoi on boit moins? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, très clairement, mais alors ça, il n'y a pas de... Il faut jeter la pierre à personne, c'est des habitudes de société, là. C'est culturel, voilà. Autrefois, on déjeunait avec du vin rouge, il y avait Lurette, il n'y a plus personne qui déjeune avec du vin rouge. Oh, si. Il y en a encore. Non, mais cette adaptation peut-être que... Mais nous aussi, on a à faire notre autocritique. Hein. On ne peut pas toujours jeter la pierre, on s'est réveillé parfois un peu tard. La déconsommation est arrivée depuis 30 ans. Il y a eu un mirage à Bordeaux, ça s'est appelé la Chine. Et pendant 5 ans, on a exporté vers la Chine 10% de la Gironde. Et on disait, mais ce 10% risque de se transformer en 20%. Et ça aurait pu être vrai. Il y a eu le Covid, les Chinois ont planté de la vigne, ils se planté de la vigne partout dans le monde. Et donc ce miracle chinois,
ça a été notre dernier relais de croissance. Alors demain, il y a toujours eu un relais de croissance. Et là, aujourd'hui, la Chine, qui a importé jusqu'à 600 000 hectos de vin de Bordeaux, en exporte 3 fois moins, 200 000. Pourquoi il n'y a pas des autorisations? Parce qu'aussi consomme moins. Après, c'était très tendance d'offrir. Et en fait, le problème de ce vin chinois, il n'était pas forcément bu. C'était des cadeaux. Ils ont surtout Et ils stockaient. Et le vin, il passait de main en main. Et donc, on a eu un effet d'illusion pendant des années de consommation qui n'en était pas. Et donc, ce marché, il repartira peut-être demain. Voilà, et donc c'est juste pour vous expliquer que c'est vraiment une crise qui est multifactorielle. Vous êtes conseillé par qui? Pardon? Vous êtes conseillé par qui? par exemple. Par qui on est conseillé? Par qui vous êtes conseillé? Sur quel sujet? Conseiller de quoi? Autrefois, il y avait là, je vois, 1929. C'était la polyculture élevage. Donc on a dit qu'il faut faire que de la vigne. Dans la Beauce, on fait que des Oui, c'est la céréales. spécialisation. Non, mais il arrive un moment, moi je fais mon autocritique. Pourquoi les gens, dans l'entre-deux-mer, ont fait du vin? Parce que c'est ce qui payait le plus. Bien sûr. Pour du pognon. C'est tout. Mais on est tous. Mais écoutez, vous ne payez pas, et maintenant. Non, Mais c'est comme ça. Vous ne payez pas, et maintenant. Vous n'avez qu'une canne? Les réflexions de Vous n'allez pas courir M. assez vite. Monsieur Delotte de Baron, qui non seulement il avait de la vie, mais il avait, je ne sais pas combien, je crois, 200 vaches laitières. Il fournissait la ville de Bordeaux. Et quand il y a eu la crise pour abattre les vaches, parce que soi-disant qu'on faisait trop de lait, alors finalement tout le monde s'est mis. Alors il disait, monsieur Delotte, on nourrit l'homme avec de lait, mais pas avec du vin. Or, les viticulteurs, je ne veux pas vous condamner, parce qu'il y a des bons et des mauvais partout. Mais on a voulu faire du fric, et puis, moi j'ai un nom qui je pense que c'est le propre de l'être humain. On va faire du fric, vivre. Notre filière, il y a encore 5 ans, annoncé, donc là, Stéphane a annoncé que on vendait 5-6 millions d'hectos, on les produisait, aujourd'hui c'est 3,7 qu'on produit, mais on sait en vendre plus que peut-être 3,5. Enfin, et sauf qu'il y a 5-6 ans, nos dirigeants nous disaient on va de passer de 6 à 7 et on a l'espoir de dépasser ça. Donc ouais, mais attendez, qui c'est qui nous conseille à un moment donné, il y en a qui font des études économiques, on n'a peut-être pas tous été à l'école, et on le suit. Alors, sauf que, comme d'habitude, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais sauf qu'à un moment donné, sauf que les organismes qui nous coûtent très cher sont là pour donner des stratégies. Et si on ne leur fait pas confiance à eux, c'est une défiance totale de tout. Donc, c'est des cotisations obligatoires. Et sachant que nous, on a une particularité, c'est qu'on paye des CVO. Alors, c'est un mot vulgaire, mais c'est cotisations volontaires obligatoires. Vous voyez, les mots ont un sens. C'est volontaire, mais c'est obligatoire. Vous avez été trahi, et je vois comme c'est pas si on trahi encore. Tout à fait. Non, mais oui, mais je suis d'accord. Mais bon, laissez-nous nous réveiller. Explique rapidement les CVO. Moi j'ai lu la feuille que vous m'avez envoyée. Ouais. C'est intéressant. Alors oui, alors nous on Ça, c'est propose. intéressant. Bon, alors aujourd'hui les CVO, cotisations volontaires obligatoires, sont établis avec un prix à l'hectolitre. Pour les Bordeaux, c'est 4,72 € par hectolitre de Bordeaux, quel que soit le cours du vin. Pour c'est 10,80 € pour un hectolitre de Saint-Émilion Grand Cru. Bon, sauf qu'en fait, c'est un prix fixe. Et c'est pas un prix qui est indexé sur le cours. Et donc ce qui fait que, globalement à Bordeaux, si on nous achetait le vin, si on arrivait à vendre le vin à 1 200 €, je vais prendre ce chiffre, qui à peu près correspond au coût de production. Si on arrivait à le vendre à 1 200 € le tonneau, 1 200 € les 900 litres de vin, ce qui vous ramène à 1 € de vin par bouteille. Uniquement 1 € de vin par bouteille. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut plomber le consommateur. Hein. On est d'accord. Donc on est tous d'accord de payer les 4,72 € des 100 litres pour ces 1 200 € des 900. Vous me suivez? Là aujourd'hui on est à 600 € des 900 litres. Mais on paye toujours les 4,72 €. Donc on accepte donc 3,5% de prélèvement, 4,72 € quand on est à 200 €, ça nous fait 3,5% de prélèvement. On accepte les cotisations à 3,5%. Là aujourd'hui elles sont rendues à 7, puisque le prix du vin est divisé par 2. Alors que les 10 € pour un grand cru, c'est 1%. Et donc nous on prône que les 3,5% soient valables pour tout le monde. Que donc soit indexé sur le prix, donc 3,5% pour tout le monde. C'est la justice sociale. Et en fait, ça permet aussi que la maison commune, qui doit avoir une utilité, elle travaille à budget constant. On n'est pas en train de dire, il y a des salauds, c'est pas ça qu'on dit. On dit non, l'outil, il est collectif, c'est la maison commune, c'est cette idée de l'interprofession où on met ensemble pour créer de l'intérêt général.
On met ensemble les familles qui pourraient s'opposer, courtier, négoce, production. C'est des grandes idées qui sont issues du CNR, hein, c'est la même démarche. Et en fait, cette grande maison, nous on veut qu'elle tourne, et qu'elle tourne à plein régime. Par contre, il faut que ce soit juste. Et donc 3,5% du chiffre d'affaires, c'est très cher, 3,5% du chiffre d'affaires. La plupart des interprofessions sont à 0 quelque chose du chiffre d'affaires. Donc on veut bien qu'on accepte ça, mais pour tout le monde. Il n'est pas normal que ceux qui vendent à 4500 € le tonneau payent que 10 €, quand nous à 600 on paye 4,72 €. Ça c'est. Et ça relève du réglementaire. Ça relève de décision de l'Assemblée générale de la profession. C'est règles internes. Alors je ne dis pas que ça va être fastoche. Hein. Quand vous allez dire aux gens qu'ils vont payer un peu plus de fiscalité. Mais ils pourraient, ouais. Mais ça relève de la profession. Donc. Ça relève de la profession, mais bon, si on ne fait pas le vœu. Non, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi une action du ministère de l'Agriculture, ou que si politiquement on mène une action pour sensibiliser. Rappelez M. Félo. Je veux dire deux choses, deux, trois choses. Bon, moi j'essaie de comprendre. Hein. J'ai peu travaillé sur le Bordeaux, d'ailleurs, depuis que je suis venu il y a très longtemps, mais je suis souvent en relation avec un ami à moi qui est maire de Camplon d'Aude, ces petites caves coopératives, etc. Et c'est vrai que c'est des secteurs, ils ont beaucoup évolué, et je travaille aussi avec l'INRAE de pêche rouge. Je suis un peu leur référent, quoi, pour bousculer les choses. Je suis notamment intervenu auprès de l'INRAE, parce que c'est des chercheurs d'INRAE qui sont, je ne sais pas si vous connaissez, Pêche Rouge, ils sont spécialisés dans le vin, et ils étaient notamment bloqués sur les cépages résistants, les cépages bouquets, c'est des cépages, et ça, je ne dis pas que c'est la solution, attention, mais dans un contexte où la baisse d'utilisation des produits phytosanitaires est prioritaire, même s'il y a des mouvements actuellement, dans la durée, ça sera ça. Le gros problème de l'introduction des cépages résistants, c'est que ça fait bouger les AOC. C'est-à-dire qu'il faut accepter dans un AOC d'intégrer un cépage résistant. Moi, j'ai été impressionné. Dans un endroit où il peut y avoir 12 traitements, il y en a un. Hein. C'est incroyable. C'est en train de se développer, d'ailleurs. Hein. C'est la cave coopérative de Buzet, je crois, qui est là-dessus. Donc, il peut y avoir aussi une évolution qui soit en lien. Parce que c'est super, maintenant, il y a plusieurs, les cépages résistants sont sur les catalogues, ils n'y étaient pas. Depuis 2-3 ans, ils sont sur les catalogues. Moi, j'étais beaucoup intervenu là-dessus. Effectivement, alors là, c'est pareil, là, on va rentrer... c'est technique. Non, c'est à la fois technique, mais c'est à la fois l'avenir. Ce sont des cépages résistants, ce sont des hybrides. Les cépages, à Bordeaux, il y a 6 cépages. On a 3 blancs, 3 rouges. Vous les connaissez, les Cabernet, Sauvignon, Merlot... Dans le monde, et notamment en Allemagne, en fait, il y a énormément de cépages. En Europe de l'Est, c'est des milliers de cépages. Et il y a des gens, des chercheurs, qui sont allés rechercher des vieux cépages. Bouquets, c'est les cépages bouquets. Les cépages bouquets, mais bien au-delà, il y a d'autres collections. Et ces cépages-là, ils sont résistants notamment naturellement. On les hybride, ils résistent à la maladie. C'est-à-dire une année comme cette année en bio, par exemple, il y a des gens qui ont perdu 100% de la récolte cette année. Ça, on n'en a pas parlé, c'est une tragédie. 100% de la récolte. Et aujourd'hui, ces cépages-là, on ne dit pas, ils ne sont pas résistants à 100%. Oui, on peut les traiter 1 à 2 traitements. Voilà, c'est ça. Mais c'est carrément un changement. Et là, quand on parle d'avenir, c'est du bas carbone, c'est-à-dire qu'on traitera beaucoup moins, ce sera beaucoup moins de gasoil de passage, ce sera beaucoup moins d'heures de travail. Et puis merci pour l'environnement, quoi. Il y aura il n'y aura plus de traitement. Et alors là, chez moi, des fois, j'en ai planté, on en a 8 hectares. Ils vont rentrer en production en 2024. Ils venaient d'où ces cépages? Ce sont des cépages qui viennent du Midi. Voilà. De pêche rouge, sans doute. Alors, non, après, ils sont multipliés chez les négociants, chez les pépiniéristes. Mais c'est récent. Hein. Et donc, c'est vraiment l'avenir. Et aujourd'hui, ces vins-là, ils ne peuvent pas rentrer en AOC, mais moi, je dis, c'est pas grave. Parce qu'on peut faire de l'IGP ou des vins de France. Et donc l'IGP Atlantique... Ils ont fait le Marcellin. Voilà. Non, ça n'est pas. Ça n'est pas. Ils le font maintenant. C'est pas un résistant, le Marcellin. Ils en font résistant. Alors, c'est nouveau, c'est nouveau. Et donc, ça, c'est aussi une partie de l'avenir. Et donc, ça veut dire qu'il y a... Mais tout ça, pour se projeter, il faut qu'on purge la crise. Et l'avenir, ce sera demain, c'est sûr que vous aurez des vins, des nouveaux vins. Et moi, je vous assure que, notamment sur les blancs, et ça, après, ce sera des... c'est même pas des nouveaux goûts, là ça ressemble fortement à des sauvignons,
Et c'est vraiment une toute nouvelle façon de penser le métier. Voilà, et c'est clair. Attends, je termine mon truc. Parce que comme j'ai suivi ça avec l'INRAE, il y a une deuxième chose, tu en parlais tout à l'heure. Moi, ils m'avaient montré à Pêche Rouge, il y a quelques années, ce qu'ils avaient mis au point pour baisser le degré. Hein, pour baisser le degré du vin. Et j'y suis allé il y a 2 ans à peu près, ils m'ont dit ça ne prend pas du tout chez eux. Et moi, je trouvais, en fait, c'est une espèce de membrane, là. Ils sortent un vin qui est moins alcoolisé. Et ce vin qui est moins alcoolisé, bon, c'est sûr qu'il ne peut pas être enrossé par contre, hein, puisque vous avez des limites. Hein, mais je pense que ça peut être effectivement. Alors toujours, on est dans l'approximatif, là, ça ne règle pas la crise, tout ça. Mais je trouve que les vins avec un degré moindre, ça va être obligé, il faudra y passer, quoi. Et je pense aussi qu'il y a moi je le ressens de cette façon, je ne suis pas d'ici, je pense qu'il y a une mauvaise campagne qui est faite contre le Bordeaux. Je me demande si ce n'est pas alimenté d'ailleurs par les grands crus et tout ça, j'en sais rien. Mais il y a quelquefois, on dévalorise le Bordeaux, par exemple en le comparant au vin de Loire. Moi je me suis engueulé avec ma femme la semaine dernière. Hein. Vous trouvez des vins de Loire qui ont autant de degrés, voire plus de degrés que quelquefois certains Bordeaux. Ça dépend des années, hein, tout ça. Hein. Et je sais pas, je trouve qu'en termes de communication, je trouve que la filière ne fait pas assez. Moi j'écoute autour de moi, il y a une forme de dévalorisation qui est faite sur le Bordeaux. Enfin, c'est subjectif, hein, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas assez qui est fait. Bordeaux est la plus grosse AOP nationale. Souvent, en général, on tire sur le plus gros, déjà. Ça commence par là. Ouais. Et c'est vrai, on a vécu, pour moi, le début des emmerdes, il a aussi commencé en 2014. Je ne sais pas si, pour l'actualité, il y avait soi-disant des enfants qui avaient été intoxiqués par des produits chimiques lors d'un traitement. Alors, ça fait une espèce de... Donc un paysan qui avait traité ses vignes à côté d'une école. Et je vous assure que le début des emmerdes, personne ne l'a vu venir le truc. On a eu Élise Lucet sur le dos pendant... Et on était les plus grands pollueurs de France. De la planète. De la planète. On a été assimilés à des moins que rien. Enfin, on a fait des efforts de malade. Ça nous a amené notamment à convertir 25% du vignoble en bio, ce que le marché ne nous rend pas du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que et là, on appelait ça ce fameux Bordeaux bashing. Et honnêtement, pour nous, les planètes ne se sont vraiment pas alignées pendant quelques années. Et c'est vrai que on a stigmatisé, des fois, la viticulture, on a pris cher, Bordeaux a pris cher, je pense, pour l'ensemble de la France. Et c'est vrai que cette question de pesticides, le passage au bio, on s'est intéressé aux cépages résistants, je pense qu'on est allé 2 ou 4 fois plus vite peut-être que certaines appellations. Donc maintenant... Moi, je ressens ça aussi. Mais je pense que... Il y a eu quand même des cas mortels, quand même, on ne peut pas imaginer. Et je disais tout à l'heure qu'il y a même plus d'eau potable à 300 mètres de profond. À cause de qui et de quoi? Mais... Il ne faut pas se bander les yeux. Mais... Moi, je suis pour le paysan, je suis pour l'agriculture, elle a besoin de se nourrir, il y a tellement de bouches à nourrir. Mais... Moi, monsieur, moi, je peux tout faire. Moi, je vous solutionne tout demain. Et par contre, il faut payer. Je ne dis pas le contraire. Il faut payer. Mais moi, je regarde. Il faut payer. Aujourd'hui, la viticulture bio, on disait l'agriculture bio, c'est pas possible. Elle est possible, mais il faut payer. Aujourd'hui, nourrir, on consomme beaucoup. Enfin, l'agriculture d'aujourd'hui, il n'y a pas un paysan. Il n'y a pas un paysan qui est content de traiter. Notre premier poste de dépense, ce sont les produits dits phytosanitaires. C'est la protection des plantes. D'ailleurs, c'est de la protection des plantes. Et aujourd'hui, c'est vraiment, si mes copains, mes collègues partagent, on aimerait même tellement ne pas traiter, même pas pour la pollution, pour le pognon déjà. Donc aujourd'hui, traiter, c'est obligé. Aujourd'hui, on ne traite pas, on ne mange pas. Monsieur, ce qui est grave, on ne traite pas, non mais ça, il faut l'avoir en tête. C'est comme on ne traite pas, on ne mange pas. Je connais le sujet. Ce qui est malheureux, c'est que le consommateur, il va toujours au prix le plus bas. Il achète des poulets à je ne sais pas combien, vraiment très bas, mais c'est de la merde. Moi, je regrette, je suis d'accord avec vous pour payer cher et de qualité. Et de qualité. Il faut juste... Vous êtes tout seul d'accord à payer cher, les autres, je ne sais pas ce que... Il faut juste ne pas oublier quelque chose, c'est qu'on vit là où on travaille. Et comme disait Stéphane, nous on n'a aucun intérêt à appliquer ces produits
hormis la protection de notre récolte et de notre futur revenu. Et faut pas oublier que le consommateur de le vin, il est absolument très très peu exposé aux produits phytosanitaires, puisque c'est un produit transformé. Il va d'abord mourir d'une cirrhose avant de mourir je vous promets, d'une infection phytosanitaire. Et nous sommes les premiers exposés. Nous sommes les premiers exposés parce que nous sommes les applicateurs. Et je peux vous